Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Je suis avec Lucie et Alix, toutes les deux travailleuses du sexe. Nous utiliserons l'acronyme TDS pour parler de travail du sexe. Ce podcast n'est pas représentatif de l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce podcast donne simplement la parole à deux invités qui vont nous parler de leur vie, de leur quotidien, de leur travail avec leurs mots, à travers leurs regards. Il ne faut pas oublier que le travail du sexe a de nombreuses réalités et que nous ne pourrons pas tout traiter dans ce podcast. Je vais commencer par toi, Lucie. Est-ce que tu peux te présenter avec tes mots? Oui. Je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans, je suis artiste et travailleuse du sexe, du coup escorte et domina. Bonjour, je suis Alix, j'ai 25 ans, j'ai un autre métier à côté mais je ne le dirai pas et je suis escorte. Donc je fais du réel depuis plusieurs mois maintenant. D'accord. Alors réel, c'est par opposition au virtuel. Les caméreuses, les streameuses, vendeuses de nudes, toutes les personnes qui travaillent via écran interposé. Le réel, c'est quand tu rencontres les clients chair dans la chair. Pouvez-vous me définir avec vos termes ce qu'est une personne TDS, au juste? Pour moi, le travail du sexe, ça revient à capitaliser sur ta sexualisation d'une manière ou d'une autre. C'est assez large, je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, voilà, pour moi, c'est recevoir rémunération contre sexualisation, quelle qu'elle soit. Ouais. Le travail du sexe englobe énormément de métiers. Pouvez-vous me donner quelques exemples au juste? Il y a les camboys, les camgirls, les escortes, les prostituées de rue ou de... Oui, les strippers, voilà. Ouais. Strippeuses, les dominateurs, les pornstars. Après, est-ce que tout ce qui rend les modèles de lingerie, tout ça, peuvent d'une manière ou d'une autre rentrer dans cette catégorie? Je sais pas. Je pense pas qu'elles rentrent dans cette catégorie parce qu'on parle quand même de vendre du sexe et que c'est plus les modèles nus, je dirais. Mais après, je suis pas expert sur le sujet, donc je ne m'avancerai pas plus que ça. La question qui me taraude, c'est est-ce que c'est un métier légal en France? Oui. Pourquoi aujourd'hui on se pose encore la question? Parce qu'en fait, les différentes lois qui sont passées font croire que la prostitution est illégale. Elle n'est pas décriminalisée. Parce que les clients sont pénalisés. Donc ce n'est pas légal d'acheter du travail sexuel quel qu'il soit. Ce n'est pas non plus légal d'être proxénète, c'est-à-dire de percevoir de l'argent sur des prestations sexuelles qu'une autre personne a faites. Mais c'est une définition très très large du proxénétisme. Ça te va toi, Lucie? Oui, carrément. Comment avez-vous été amenée à faire ce travail au juste? Moi, ça fait maintenant 2 ans à peu près que je m'y suis mise en arrivant à Lyon. J'avais travaillé après le bac pendant 2 ans en tant que caissière, mise en rayon, enfin tous ces petits jobs qu'on fait en sortant du lycée. Ouais. Je l'ai très très mal vécu et du coup je me suis dit que ça n'arriverait plus jamais et j'ai commencé en ligne en fait. On peut pas nommer les sites, j'imagine. Non. Donc j'ai commencé simplement en virtuel. En vendant des culottes ou d'autres produits, des services en tout cas virtuels, quoi. Ouais. Et j'ai vite trouvé ça très 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 redondant et ça me correspondait pas.
ça demandait une charge de travail qui était pour moi trop lourde par rapport aux revenus que je pouvais dégager, quoi. Et ça se rapprochait trop d'un travail salarié, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à faire du réel, en commençant en tant qu'escorte. Du coup, voilà. Il y a un petit amalgame qui se fait entre l'escorting et la prostitution. Est-ce que tu peux juste nous éclairer par rapport à ça ? Alors moi, je pense que dans le milieu des TDS, on fait pas vraiment de différence entre escorte et prostituée. En fait, c'est juste un terme, c'est un peu un euphémisme, un terme un peu plus joli que prostituée, en tout cas qui fait moins peur aux gens en général. Mais escorte, je dirais que c'est plutôt pour se différencier des TDS qui travaillent dans la rue. Ouais, peut-être, aussi, c'est vrai. Et que c'est une forme de prostitution. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'escorte, c'est celle qui va faire des dîners, des choses comme ça, une accompagnant, mais qui ne propose pas de travail sexuel. Alors que si, en fait. Tout à fait, oui. Ouais. Et du coup, après, comment je suis venue à ça ? C'est quelque chose, c'était un métier qui m'attirait depuis très jeune, en fait. Simplement, comme c'est très stigmatisé, j'ai mis un moment avant de vraiment me lancer, quoi. Et c'est grâce à Internet que j'ai pu m'y mettre. Et puis, avec le temps, du coup, je me suis réorientée vers la domination, principalement. Ouais. Mais, voilà. Tu parles d'Internet, et ça fera l'objet d'une question spéciale tout à l'heure. Mais revenons à nos moutons. Toi, Alix, comment tu en es arrivée là ? Alors, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le sexe. Je suis passée par une période l'année dernière où je couchais beaucoup avec des mecs cis sans les faire payer. C'était très décevant. Et puis, à un moment, pendant le premier confinement, mon père a menacé de me couper les vivres. Et donc, du coup, j'ai dit à ma mère comme ça, genre, si c'est comme ça, je ferai escorte. Et puis, voilà. Mais j'étais sérieuse, elle n'y a pas cru. Et 2 mois plus tard, je me suis dit, du coup, je m'y mets, tant qu'à faire. Et voilà. Et ça faisait déjà longtemps que je militais pour les droits des travailleuses du sexe. Et je me suis dit, mais c'est bête, j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Mais je pense qu'il y a une part de stigma aussi, tout ça, et que de ma part, ça venait surtout de mes parents, que je voulais pas décevoir. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est bête, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me partager votre quotidien en tant que TDS ? Nous partager une journée, qu'on puisse un peu visualiser à quoi ressemble votre quotidien ? Alors, il faut savoir, tout le monde s'imagine qu'on a 15 clients par jour. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas du tout assez de clients pour ça. En tout cas, de clients sérieux. Ce qu'on a 15 fois par jour, ce sont des messages, des mails, des appels non désirés. Et il y a beaucoup de secrétariat à faire. Donc, en général, une journée type... personnellement, moi, j'ai en moyenne 1 ou 2 clients par semaine. Donc, une journée type, c'est pas du tout une journée où je fais du travail du sexe, mais c'est plutôt une journée où je fais du secrétariat. Je réponds à tous les potentiels clients qui m'écrivent. Je prends mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, mais c'est surtout répondre à des gens. Et ce qu'on a la majorité du temps, c'est ce qu'on appelle des fantasmeurs, c'est-à-dire des gens qui sont excités à l'idée de contacter une TDS, mais qui n'ont aucune intention de venir et de payer. Du coup, ils essayent de faire durer la conversation le plus longtemps possible pendant que ils se branlent. Du coup, le but, c'est de les repérer assez vite et de couper court à la conversation. Ok. Oui, je me retrouve vraiment là-dedans. Ouais. D'accord, donc il y a cette grosse part administrative qu'on n'imagine pas du tout dans ce métier. C'est ça. Ouais. Et de communication sur les réseaux, tout ça, de mettre à jour son annonce, voilà. La dernière fois, Alix, tu m'expliquais avoir un handicap physique et mental. Peux-tu m'en dire un peu plus et me dire quel impact cela a dans ton travail ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du nom de mes maladies, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça me cause des douleurs et de la fatigue chronique qui font que je ne peux pas avoir un travail entre guillemets normal, CDI, de 9 à 5 heures du soir, tous les jours. J'ai tenté, c'est pas possible, j'ai explosé au bout de 6 mois.
Et donc du coup, j'étais obligée de trouver un travail qui permette de travailler quand on veut, quand on peut, et où je sois surtout ma propre boss, parce que j'ai un problème d'autorité aussi. Et je pense que j'ai remarqué en tout cas que dans le TDS, il y avait beaucoup de personnes soit qui ont des problèmes de santé, soit qui ont une neuroatypie, et que c'est sans doute pour ça et la raison pour laquelle il y a autant de personnes comme ça qui font ce travail, c'est parce qu'on peut être son propre boss, on peut gérer comme on veut, on n'est pas obligé de prendre une charge de travail trop importante si on ne peut pas la gérer. On peut aménager son espace de travail mental et physique en fonction des capacités de notre corps et de notre mental. Toi, Lucie, tu es artiste. Est-ce que ton métier influence ton art ou tu dissocies vraiment ces deux choses? Alors déjà, je pense que j'ai choisi en partie ce métier de TDS pour répondre à la liberté que demande le travail d'artiste, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, la valeur la plus importante dans ce travail, c'est de pouvoir être libre, de faire ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie, de choisir le revenu que j'ai envie d'avoir et de ne pas avoir d'autorité au-dessus de moi ou simplement de contraintes vraiment trop importantes qui m'empêchent d'exercer mon travail d'artiste, tout simplement ma vie comme je l'entends. Et oui, je pense que ça nourrit, étant donné que mon travail d'artiste tourne quand même beaucoup autour de la sexualité ou en tout cas du corps, évidemment que les deux s'imbriquent. Notamment depuis que je commence à faire des projets qui touchent spécifiquement au travail du sexe. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, Alix, tu me parlais de ta mère. Est-ce que vos familles et votre entourage proche connaissent votre métier? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Alors, j'ai fait mon coming out TDS, parce que oui, on appelle ça un coming out. Et d'ailleurs, révéler qu'une personne est TDS sans son accord, c'est l'outer. C'est strictement interdit. J'ai fait mon coming out TDS à ma famille de cœur, donc mes amis, ma copine évidemment. Mais par contre, à ma famille biologique, à cause du stigma qui pèse autour et de leurs idées petites bourgeoises et même, et c'est pas des personnes complètement déconstruites, je ne l'ai pas fait à mes parents. Mes sœurs le savent, parce qu'elles sont déconstruites, même s'il y en a une qui a eu du mal avec. Mais mes parents, je ne peux pas leur dire, en tout cas pas pour l'instant. Pas tant que je suis complètement indépendant financièrement d'eux. Moi, c'est un peu différent, parce que pour ma part, je sais que ma mère, qui pour moi est ma famille généralement, c'est quelqu'un de très ouvert. Et c'est pas par rapport au stigma, en fait, que j'aurais vraiment peur de lui en parler. Parce que je l'ai pas fait pour l'instant et j'y réfléchis. Mais c'est plus par rapport au fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années à être vraiment complètement indépendante d'elle et que j'aurais peur qu'elle prenne ça pour un échec de sa part. D'accord. Que ce soit un peu ce stigma-là de la société qui lui retombe dessus en tant que parents qui en général ont peur, ou qui ont un peu cette appréhension de voir leurs enfants mal tournés, très simplement. J'aurais peur que ce soit ça, tu vois, plutôt que vraiment... je sais qu'elle me jugerait pas. Mais c'est plutôt ça. Sinon, mes amis, pour la plupart, sont au courant. Même si c'est un sujet que j'ai encore un peu du mal à aborder au jour le jour. Mais ouais. Je peux te demander pourquoi? C'est une bonne question. Note. Je pense que c'est par rapport à des expériences que j'ai eues avec des amis qui étaient très bien intentionnés, mais qui ont un peu dont j'ai vu le comportement un peu changer après cette ouverture-là, ce coming out-là, et dont j'ai pas apprécié la réaction tout simplement, et que ce soit dans des relations intimes ou amicales, il y a eu des changements que j'ai pu observer qui ont un peu dégradé notre relation tout simplement, et donc du coup j'ai un peu peur en général de faire ce coming out là. Moi je tiens à préciser quand même que j'ai de la chance parce que la majorité de mes amis sont queer, la majorité sont trans et la majorité sont TDS aussi.
Donc c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de coming out quand on a une communauté comme ça autour de soi. Lucie, tout à l'heure tu parlais de la sexualité dans ton art. Est-ce que tu peux me dire comment tu définis la sexualité ? Moi je dirais, la sexualité, stricto sensu, c'est l'acte de faire des relations sexuelles. Et c'est déjà extrêmement large. Il y a aussi les attirances sexuelles, il y a les différences entre la sexualité hétéronormée, cisnormée, telle qu'on la connaît, la sexualité des personnes queer, la sexualité dans notre travail, qui est une performance, c'est un travail, donc on agit en fonction de ce qu'on doit faire pour gagner de l'argent, de la même manière que les personnes dans une entreprise se comportent différemment qu'ils ne se comportent à la maison. Et donc du coup, la sexualité en elle-même, c'est une question extrêmement large à laquelle on peut pas répondre juste comme ça, quoi. Moi, je fais vraiment une différence entre la sexualité cis-hétéronormée que je peux trouver dans mon travail, du coup, et ma sexualité intime, qui est une sexualité queer, qui est juste incomparable à ce que je peux faire dans mon travail en tant que service, ou que j'ai pu faire dans mon passé d'hétéro, dans lequel tu peux peut-être te retrouver. Et ouais. Tu me parlais aussi la dernière fois de construction sociale. Oui. Que la sexualité était une construction sociale. Tu peux m'en dire un peu plus ? Alors, c'est une construction sociale au sens où déjà on l'apprend dans les médias, à l'école, avec les cours d'éducation sexuelle, en discutant avec des amis ou avec nos parents ou avec des profs. Et du coup, tout ça, c'est un ensemble de choses qui découlent de normes, qui apprend des normes, qui renforcent ces normes, qui sont en général cis-hétéros. Et du coup, il existe une sexualité de laquelle on apprend tout, notamment la sexualité du pénis, et une sexualité de laquelle on n'apprend rien, la sexualité queer et la sexualité des personnes avec un clitoris, une vulve et un vagin. Pas tous à la fois forcément. Donc du coup, et la sexualité de la prostate aussi, ça on n'en entend jamais parler. Mais du coup, il y a une sexualité qui est basée sur des normes sociales, qu'on apprend très vite, assez jeune, et une sexualité qu'on est obligé d'apprendre par nous-mêmes quand on ne correspond pas à la norme sociale. Ou qu'on est un peu curieux. C'est pas interdit non plus. Oui. Est-ce que le TDS a changé votre rapport au corps ? Du coup, pour moi, j'ai l'impression que mon rapport au corps a pas mal changé depuis que j'exerce le TDS, du coup. Déjà, j'ai appris à complètement dissocier le plaisir, enfin le rapport physique et le rapport intime dans le sens amoureux, ou en tout cas cet échange relationnel qu'il y a dans mon intimité, dans ma vie privée. Et de ça a découlé le fait que j'arrive à prendre du plaisir avec n'importe qui, ce qui dans mon passé était un vrai blocage parce que j'étais incapable de prendre du plaisir avec des gens, notamment parce que je couchais principalement avec des mecs cis. Ça marchait pas, et maintenant que je sais que je ne suis pas physiquement attirée par ces personnes, j'arrive quand même à prendre du plaisir avec. Et du coup j'ai un peu ce rapport au corps plus corps utilitaire, dans le sens où pour moi c'est un outil de travail tout simplement, qui me permet aussi bien de prendre du plaisir que de faire de l'argent, très simplement. Alors moi, mon rapport au corps n'a pas changé, pour la raison principale que mon rapport au corps est avant tout gouverné par mon handicap, et qu'il n'y a pas grand-chose qui tienne la route face au handicap dans le corps quand même, pour changer mon rapport au corps en tout cas. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les clients ont un rapport au corps énorme, notamment puisque je suis trans non-binaire, un rapport au corps trans très particulier, à savoir que pour les clients, il y a soit vulve, soit pénis. Donc, déjà, les hommes trans n'existent pas, ce sont des femmes. Les personnes qui ont une vulve sont des femmes. Cis, pour eux. Même si on a une mammectomie, on est une femme. Donc voilà. Après, il y a les femmes trans, qui sont uniquement considérées comme des trans. Les seules personnes trans au monde qui existent, ce sont les femmes trans.
Et attention, pas les femmes trans qui ont fait une vaginoplastie. Les femmes trans ont un pénis et des seins. C'est tout ce qui compte pour les clients puisque les femmes trans sont extrêmement fétichisées. Et ensuite, il y a les hommes donc, qui n'ont pas de seins et un pénis. Donc ça se rapporte pour eux. Le corps est extrêmement hiérarchisé comme ça en fonction de ce qu'il peut leur apporter en termes de désir et de fétichisation. Et les corps qui sont peu ou pas fétichisés dans la société ne sont pas représentés. Voilà. Donc moi, mon corps à moi, il est vu uniquement comme celui d'une femme. C'est pour ça que je me genre au féminin depuis tout à l'heure. Parce que quand je travaille dans le TDS, je dis elle. Sinon, ça les perturberait beaucoup trop, les clients. Voilà. Alors, vous imaginez bien que s'ils se représentent pas les hommes trans, les personnes non binaires, à genre, tout ça, c'est carrément hors de leur portée. Nous sommes avant tout des corps. Ensuite, ils découvrent qu'on est aussi des personnes. Mais on est avant tout des corps avec des organes sexuels qu'on sexualise pour vendre. Et donc, du coup, ce qui leur importe, c'est quels organes sexuels primaires et secondaires on a. Donc, ils nous classent en fonction de ça. Voilà. Est-ce que vous voyez une évolution des pensées par rapport à ça, justement, de ce côté ultra-binaire qu'il y a dans le TDS ? Ce dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, pas binaire, tertiaire. Il y a femmes, trans et hommes. Oh. Mais ouais. il n'y a pas vraiment d'évolution, je dirais. Si on regarde bien la catégorie des femmes trans, elle existe dans le porno depuis des décennies. Les femmes sont sexualisées et fétichisées. Les hommes aussi, dans le porno et le TDS gay. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un homme cis-het dans le TDS n'existe pas. C'est pas possible de gagner sa vie en étant cis-het. On est obligé d'être gay for pay, c'est-à-dire d'être gay juste pour l'argent. De la même manière qu'une femme cis-lesbienne ne pourrait pas survivre dans le TDS. Je sais pas si, en ne relationnant qu'avec des femmes. Impossible. C'est ça que je voulais dire. Hein. Oui. Avec des relations lesbiennes, je voulais dire. Du coup, non, il n'y a pas d'évolution. On est toujours soumis au regard sexualisant de l'homme. Si on pouvait abolir toutes les dominations, les privilèges, tout ça, tout le monde paierait du travail du sexe à tout le monde. Personne n'en aurait rien à foutre des particularités génitales ou des caractéristiques sexuelles secondaires. Ce serait formidable, mais on n'y est pas encore. Hein. Non, clairement. Comme on disait tout à l'heure... Il y a des catégories qui sont complètement occultées dans le travail du sexe et la non-binarité dont toi tu es, par laquelle tu es concerné, c'est un concept qui est complètement invisibilisé dans la société et donc dans le travail du sexe. Et tout le monde est réduit au corps d'une femme. Le travail du sexe, étant donné que ça se construit autour du sexe, qui est un tabou dans la société et qui est considéré comme quelque chose d'intime, qui du coup grossit certaines normes sociales, le travail du sexe grossit certaines normes sociales, dont les fétichisations et les pires normes de genre. Voilà. C'est pas pour autant que c'est représentatif de la sexualité ou du genre des acteurs du travail du sexe, des travailleuses du sexe, mais c'est quelque chose dont on doit jouer, comme la sexualisation par exemple. On peut considérer ça comme sexiste de voir des femmes hypersexualisées qui vendent du travail du sexe, mais en fait non, c'est la sexualisation du corps la moins sexiste qui existe, parce que nous au moins c'est pour vendre du sexe, c'est pas pour vendre des fromages ou des camions ou des croquettes pour chiens. Est-ce que je peux juste rajouter un truc par rapport au corps Bien sûr. Ouais, je peux. Parce qu'il y a quelque chose, tout à l'heure on parlait je parlais du fait que j'avais exercé en tant que caissière pendant quelques années. Et mon rapport au corps et surtout à mon genre, est beaucoup plus harmonisé, on va dire, en tout cas apaisé, que quand je travaillais à ce moment-là et que j'étais vraiment en conflit avec le rapport à la féminité en fait. Et aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser que comme je suis payée pour être sexualisée,
pour un service sexuel et que du coup je joue sur des normes potentiellement sexistes ou en tout cas très sexualisantes, je pourrais être plus mal à l'aise avec ce fait-là, alors que dans ma vie privée je rejette beaucoup comment on dit ça, de ces normes et de ces injonctions en tout cas à la féminité. Alors que en fait, je me rappelle que quand je travaillais du coup en tant que caissière, je supportais même plus. Enfin, j'étais en moment en questionnement par rapport à mon genre parce que j'étais vraiment mal à l'aise avec le fait d'être à la fois genrée au féminin, d'être qu'on m'appelle madame et tout. C'était des choses qui me révoltaient absolument. Et oui, j'étais vraiment en conflit avec ce truc-là d'être réduite à parce que quand tu es caissière, donc tu es une femme qui est exposée à un public qui tu es censée servir puisque tu es employée au service du patronat, quoi, et que du coup tu te dois de répondre à des attentes à des injonctions patriarcales pour lesquelles tu n'es pas payée. Et capitalistes surtout, voilà. Capitalistes. Et ouais, aujourd'hui, maintenant que je suis vraiment indépendante et que je capitalise moi-même sur ces injonctions-là, j'arrive à être vraiment beaucoup plus féminine et ne plus être en rejet de toutes ces normes-là et justement au contraire les embrasser. Aujourd'hui, vraiment, je pense que tu peux te retrouver là-dedans. Moi, c'est plus quand je suis soumise aux injonctions sexistes et patriarcales contre mon gré, gratuitement, ça me fout les nerfs. Mm-hmm. Quand je l'utilise pour capitaliser dessus et qu'on me paye contre ça, ça ne me dérange pas. Oui. Puisque c'est un rôle que je joue contre rémunération, comme un actrice en fait. Alors que si c'est des gens qui m'objectivisent et qui me sexualisent sans que je leur ai rien demandé, là ça me dérange. Mm-hmm. Parce que personne ne m'offre de contrepartie pour ça. Et que du coup, c'est plus un jeu, c'est que je suis contraint dans une boîte. Ouais. Est-ce que le TDS a changé votre rapport au corps ? Du coup, pour ma part, il a changé ma perception du plaisir. J'ai appris à en prendre avec n'importe qui, avec le temps. Et à voir ça comme pas quelque chose de forcément mécanique, mais en tout cas le détacher de... par exemple, des sentiments amoureux qu'on peut en général rattacher, notamment associer aux femmes, associer. En général, je voulais parler du fait qu'en général, on associe que pour les femmes, le sexe est forcément amoureux, alors que pour les hommes, pas du tout. Voilà. Et en fait... ou pas forcément amoureux, mais en tout cas vraiment passionnel, et tu vois, quelque chose de ça, alors que... les femmes s'attachent trop vite, des choses comme ça, alors qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est de l'assurance, de la réassurance, de la confiance, des choses comme ça. Mais ça, on en parlera plus quand on parlera des abolos et de leur rapport à la sexualité. C'est vrai, oui. Parce qu'en fait, c'est une monnaie d'échange. Très simplement. Quelle place prend l'humain dans votre métier, au juste ? C'est un métier social, c'est un métier de service, donc c'est un métier social. Donc l'humain est à la première place. La personne, le client qui vient chercher nos services, il ne recherche pas que du sexe, il recherche aussi une oreille pour réaliser certains de ses fantasmes. Alors ça arrive qu'on ait des clients qui rentrent, qui se déshabillent, qui baisent et puis qui s'en vont, mais c'est clairement pas la majorité. La majorité sont très contents de pouvoir échanger un peu avant, échanger après, surtout quand on a des actes BDSM, c'est très important. Et oui, la majorité cherche un service social avant tout. Oui, clairement. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des clients qui avaient simplement besoin de parler. J'ai des clients réguliers qui me payent simplement pour échanger, en fait, de la même façon qu'ils pourraient le faire avec... une professionnelle en psychologie par exemple, et qui ont juste besoin de compagnie ou qui en plus d'un rapport sexuel ont vraiment besoin d'écoute, d'attention,
de réconfort enfin de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur vie tous les jours. Et oui, notamment quand on pratique de la domination, j'ai l'impression que c'est encore plus intense. Ouais. C'est un métier qui m'a énormément réconciliée avec les hommes cis-hétéros, étonnamment. C'est-à-dire que moi, dans ma vie privée, j'ai fait le choix d'éviter au maximum toute interaction avec eux, puisque pour moi, ça revient à m'exposer à une forme de violence ou à une autre, dans la plupart des cas. Et en fait, en étant confrontée à ces personnes, du coup, lors de mes heures de travail, j'ai découvert en fait toute une facette de la réalité qui m'était inconnue jusque-là. Parce qu'en fait, quand on exerce en tant que travailleuse du sexe, on existe plus sur le plan d'une travailleuse sociale que d'une espèce de menace au statut social de la personne, de notre client en fait. Et du coup, ça me fascine de voir la facilité avec les clients se rendent vulnérables, s'ouvrent et de voir ce réel besoin qu'ils ont d'écoute, d'attention et tout ce qu'ils ont à raconter quand ils ne sont juste pas scrutés par la société et tout ce qui pèse sur leurs épaules en fait. Et donc oui, c'est un travail particulièrement social et qui moi me parle beaucoup et qui a beaucoup apaisé cette espèce de misandrie montante qu'on peut éprouver quand on est dans les milieux un peu féministes, queer, etc. Et qui en fait se révèle ne pas être pertinente, tout simplement. Et quelles sont vos relations avec vos collègues de travail ? Alors moi j'ai d'excellentes relations avec mes collègues de travail. Au début j'étais très isolée puisque j'ai commencé seule, sans mentor. Et puis après j'ai demandé un compte Instagram pour les TDS qui demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour aider les TDS. Et je lui ai demandé de créer un petit groupe pour la région Lyon. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. On a fait plusieurs apéros ensemble, hors confinement. Et on discute régulièrement ensemble. Il y en a qui font partie de mes meilleurs amis maintenant. C'est très, très rassurant et c'est vraiment super agréable. Ça met en confiance d'avoir des collègues qui font ce métier aussi, de ne pas être isolé comme ça. Donc moi je trouve ça vraiment bien. On a un très bon rapport et en général les travailleuses du sexe entre eux sont très sympathiques. Il n'y a pas de compétition au niveau... du tout. J'ai vraiment pas l'impression pour ma part. C'est vraiment la première fois que je vois une communauté aussi solidaire et aussi supportive en fait. Ouais. Oui, parce que en fait tout le monde propose un service différent, donc il n'y a pas de raison d'avoir de la compétition. Ça, ouais. Tout le monde a cette image de bimbo et cervelé qui se font la compète pour avoir le plus de clients, alors que non, pas du tout. On a tous des personnalités différentes, tous des corps différents, on propose tous des services différents, il n'y a aucune raison de se faire une compétition. Ça vient du présupposé sexiste que toutes les femmes sont pareilles, et que donc tout ce qui change c'est la plastique, et que forcément elles sont du coup jalouses entre elles sur la base de leur plastique, d'autant plus en travail du sexe où elles sont forcément vénales, donc forcément elles vont essayer de grappiller le plus de clients aux autres pour avoir le plus de thunes entre toutes. Non, c'est pas du tout comme ça. On a régulièrement des collègues qui ont besoin d'argent, qui font des cagnottes, et les personnes qui participent le plus aux cagnottes, c'est les autres collègues. C'est pas les clients, ou voilà. Justement, en parlant des clients, quel type de clients vous avez ? Alors, je sais pas pour ta part, mais j'ai l'impression comme on a des profils qui sortent un peu justement de ce stéréotype qu'on
qu'on a en général en pensant au TDS. Ouais. Moi, j'ai des clients qui sortent un peu de la même manière de la norme, et j'ai un même profil en général qui revient quand même, qui sont des personnes pas forcément neuroatypiques, mais qui en tout cas qui sont pas bien ancrés dans la société et qui souvent ont ce besoin de se retrouver en tout cas dans quelqu'un. Après, c'est vrai que dans la domination, les clients sont vraiment des gros clichés, quoi. Souvent, on est souvent sur du gros poisson un peu bedonnant de la cinquantaine, quoi. Ça, enfin, pour ma part, en tout cas, c'est pas un stéréotype. Moi, j'ai eu toutes sortes de clients de toutes les origines, de tous les âges. J'en ai eu des plus jeunes que moi. Bon, c'est vrai que la plupart sont plus âgés que moi. Mais oui, en général, il y en a eu des pas très riches qui peuvent se payer qu'une séance tous les 6 mois, voire une séance par an. Il ne faut pas oublier que le TDS est un luxe. Ce n'est pas une nécessité pour la survie. Contrairement à ce que les incels veulent nous faire croire. Mais du coup, il y en a qui sont beaucoup plus riches, qui viennent tous les mois, ou voire chez des collègues qui ont des réguliers toutes les semaines. Donc voilà, ça dépend vraiment. C'est vrai qu'après, en général, c'est des hommes entre 30 et 50 ans. J'en ai eu des plus âgés, j'en ai eu des plus jeunes, j'en ai eu des vierges, j'en ai eu des saisonniers, enfin qui avaient plein d'expériences sexuelles. Ça dépend vraiment. Après, moi, j'ai une offre assez large, donc je pense que j'ai pas mal de profils différents qui s'y arrêtent. Et vous n'avez pas des clientes des grandes questions. On en avait parlé la dernière fois qu'on avait échangé. Ouais, et, c'est vrai. Pour ma part, j'ai déjà reçu des demandes, mais comme il y a un tel stigma à la fois sur la prostitution et la bisexualité ou le lesbianisme en général, ça fait un cocktail qui est juste pas tenable en fait. Et j'ai eu 2 demandes et c'était des personnes qui étaient déjà pas assurées de leur demande ou alors qui étaient poussées par leur mari, donc qui voulaient un service avec moi, avec leur mari, enfin pour leur mari qui regarde simplement. Donc à la fois pas assurée pour ces raisons-là et qui en même temps affirmait, rejetait un peu l'idée que potentiellement elle pouvait être attirée par les femmes et mettait ça plutôt sur le compte de la curiosité, de l'expérience de vie, etc. Et ça n'a jamais abouti, clairement. Ok. Alors moi, j'ai jamais eu de demande, mais je pense que pour rajouter à ce que disait Lucie, il y a aussi le gros cliché sexiste qui fait que les femmes n'ont pas de désir sexuel, juste un désir amoureux. Ouais. Et du coup, vu que leur sexualité et leur désir sexuel notamment est encore tabou, je veux dire, rien que la masturbation féminine, on commence à en parler alors que ça existait depuis des années. Le clitoris a été découvert au XVe siècle et ensuite effacé des manuels et tout parce qu'on a découvert qu'il ne servait qu'au plaisir sexuel. On s'est dit pour les femmes ça sert à rien. Du coup on l'a enlevé des manuels et il a été redécouvert au XXe siècle, 19e, 20e siècle. Donc du coup je ne suis pas 100% sûre de ces dates. Je précise. Et donc du coup, vu qu'il y a un gros tabou dessus, les femmes non plus n'osent pas aller demander des services sexuels, comme les hommes à qui on attribue un appétit sexuel dévorant pour qu'il est normal de coucher tout le temps partout avec tout le monde, pour caricaturer. Du coup, les hommes ont beaucoup plus de facilité à demander ce genre de service sans honte ni tabou. Et juste pour ajouter, j'ai l'impression aussi que les travailleuses du sexe ont plus de facilité à envisager l'idée d'aller voir des travailleuses du sexe que des citoyens lambda. Refaisons ça. Il y a quoi comme terme que des gens non TDS ? Il n'y a pas d'opposition. Moi j'entends comme du dans Harry vanille. Potter. Tu peux dire moldu aussi. Que des moldus, c'est ça que je cherchais. C'est vrai que vous employez vraiment ce terme ? Non, vanille en général. Ok, Les moldus, c'est pas mal, je trouve. Oui, bah c'est bien je vais la moldu refaire pour à chaque avec fois que tu veux moldu. dire quelqu'un qui est pas dans une communauté, tu dis moldu et puis voilà. Ok, alors
Oui, du coup, pour ajouter à ce que disait Alix, du coup, je pense que on est beaucoup, en tant que travailleuse du sexe, à avoir plus de facilité à envisager le fait de recourir à des services d'une ou d'un travailleuse du sexe que la plupart des gens, les moldus, qui ne sont pas TDS du coup. C'est aussi parce qu'on a la conscience que c'est un service qui a de la valeur, qu'on n'a pas tous ces clichés sur le TDS dans la tête, et qu'on sait qu'on sera, que nos désirs seront remplis. Donc on a beaucoup moins de scrupules à faire appel à ce service, alors que la plupart des gens en ont, et ils n'ont pas de scrupules à faire appel à d'autres services. Il n'y a pas de raison d'avoir de scrupules à faire appel à une TDS. Quels sont les aspects de votre métier que vous appréciez particulièrement ? L'argent. Comme dans tous les métiers. Alors il y a toujours des parties qu'on aime, des parties qu'on n'aime pas dans un métier, voire on peut tout détester d'un métier. Ce qui fait quand même le plus plaisir à la fin, c'est d'être payé pour ce qu'on fait. Ah oui, on est dans un système capitaliste où on est forcé de travailler, donc il est possible qu'on ne prenne pas du tout de plaisir à notre métier. Le but d'un métier, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir survivre et éventuellement se faire plaisir, mais ça c'est vraiment en deuxième lieu. Donc du coup, la meilleure partie, même si on peut prendre du plaisir lors de l'acte sexuel, prendre du plaisir à discuter, pas prendre du plaisir à faire du secrétariat, croyez-moi, la meilleure partie, c'est quand même de se faire payer. Et je dirais que ce que je préfère dans ce travail, c'est à la fois l'aspect politique du métier, c'est-à-dire que concrètement, on est un peu des Robins des Bois en quelque sorte, dans le sens où on va chercher l'argent des riches, des dominants plus généralement, directement dans leur poche, sans passer par un intermédiaire quelconque. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est autant stigmatisé par l'État et que ce métier est criminalisé en fait. Simplement parce que on échappe complètement au filet social. Et donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi cette espèce d'interdit qu'on représente. C'est-à-dire qu'on permet de créer des ponts, du lien, là où on n'est pas censé en trouver en fait. À aucun moment je devrais me trouver dans la même pièce qu'un PDG et surtout pas être en train de le baiser ou de le fouetter quoi. C'est ça qui se passe. Et la relation qui en découle, le commun qu'on arrive à créer, pour moi c'est hyper fort. Enfin, c'est extraordinaire de pouvoir dégager ce bout de réel là quoi. Quels sont les dangers de votre métier ? Je sais qu'en général, on pense forcément ou directement à la violence du client, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent nuire à votre métier, à vous, que ce soit dans le cadre légal, le système dominant patriarcal, et j'en passe. Vous pouvez m'en parler un peu ? Pour ma part, moi j'ai eu la chance d'avoir jamais subi de violence physique ou verbale directe. Les seules violences que j'ai pu rencontrer de la part de clients, c'était pas des clients justement, c'était plus des fantasmeurs qui pouvaient avoir des comportements déplacés, mais jamais de violence physique, etc. Pour moi, le plus violent, ça reste le stigma en fait qu'on porte au quotidien et le fait qu'en France, même si c'est pas illégal notre travail, le fait de recourir à nos services l'est. Donc on reste quand même, à part dans notre communauté de TDS ou la communauté queer qui est assez ouverte sur ce sujet, on reste quand même très exclus. Et ouais, c'est plus ça, moi, qui me... En même temps, est-ce qu'on a envie d'être inclus dans le système hétéropatriarcal blanc ? C'est très vrai. Moi, je vais parler des choses très techniques de base. Pour le virtuel, il y a le vol de données, le vol de médias,
Pour le réel, il y a les clients potentiellement violents, dangereux, menaçants, mais il y a des outils utilisés par les TDS pour contrer ça, dont je ne peux pas parler. Parce que une des plus grosses violences dont le stigma découle, c'est encore, comme le disait Lucie, la criminalisation de notre métier. Et notamment le fait qu'on n'ait pas le droit de s'organiser entre collègues, de se donner des conseils, parce que c'est considéré comme du proxénétisme. On n'a pas le droit d'aider une amie, c'est du proxénétisme. On n'a pas le droit d'offrir un gâteau à quelqu'un, c'est du proxénétisme. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un perçoit quelque chose qui a été acheté avec notre argent, qui est de l'argent sale, donc, c'est du proxénétisme. Le plus grand proxénète de tous étant l'État, puisque on paye nos cotisations sociales, et comme pour tous les métiers du monde, et l'État est celui qui touche le plus d'argent sur notre argent. Donc, puisque c'est considéré comme un métier, c'est légal. Donc, on paye nos cotisations sociales. Mais en même temps, c'est criminalisé. Donc, on n'est pas censé pouvoir payer louer un appartement parce que sinon la propriétaire est une proxénète. On n'est pas censé pouvoir acheter une maison et travailler dedans en même temps parce que sinon notre conjointe est considéré comme un proxénète. Nos animaux de compagnie sont nos proxénètes. Les personnes qui mendient dans la rue à qui on donne 1 euro sont nos proxénètes. Notre famille est un proxénète. Ma petite sœur de 1 an à qui j'ai offert un doudou pour Noël est ma proxénète. Enfin voilà, le monde entier est notre proxénète. Il y a aussi, si je peux rajouter, la violence des abolos, des abolitionnistes, qui est encore plus insidieuse, je trouve, parce qu'elle vient, contrairement à la violence qu'on peut recevoir de la société ou la haine des hommes cis en général, le fait que ça vienne de sœurs, entre autres, quoi, de personnes féministes qui sont du coup censées être nos alliés. Qui se disent féministes. Évidemment, oui. Mais en tout cas, qui sont censées, selon leurs propos, nous soutenir, en tout cas vouloir le meilleur pour la communauté des femmes, se retrouvent finalement à nous stigmatiser et à nous mettre en danger carrément, en fait, puisque c'est ce dont tu parles, cette loi de la criminalisation des clients, de la pénalisation des clients, découle d'actions d'abolitionnistes pour pousser cette loi-là, quoi. Quels sont les impacts de la putophobie de manière générale et du coup dans votre métier ? Dans notre métier directement, je pense que ça joue sur les clients, leur comportement. Comme ils prennent un risque en venant nous voir, ils se permettent des choses qu'ils n'auraient pas fait en dehors de cette loi-là. Je ne sais pas si ça a grand-chose à voir avec le risque, parce que la plupart ignorent qu'ils sont en illégalité. Il y a même des gens, des clients qui sont flics, qui menacent de porter plainte, ou des clients qui sont pas flics, mais j'ai vu souvent ça de la part de policiers, qui menacent de porter plainte contre nous. Alors que c'est eux qui sont dans l'illégalité. Et c'est d'autant plus aberrant pour les flics, puisqu'ils sont censés connaître un peu la loi. Enfin, je sais pas, ils ont pas l'air, mais voilà. Ouais. Moi, tu vois, j'ai eu des clients qui, par exemple, forçaient pour, par exemple, retirer le préservatif en appuyant leur demande par le fait qu'ils prenaient un risque, qu'ils pouvaient prendre une amende et que du coup, fais-moi une ristourne, tu vois. Oui, ça vaut particulièrement pour les TDS de rue. Aussi, oui. Qui sont obligés maintenant, je crois que j'avais vu, de rentrer dans les voitures alors que c'est pas safe, elles peuvent se faire tabasser à l'intérieur. Qui sont obligés d'accepter des pratiques comme le retrait du préservatif ou sans préservatif, qui sont obligés de se cacher toujours plus loin, parce qu'en plus elles se prennent des amendes pour leur camionnette pour stationnement illégal alors qu'elles sont pas en stationnement illégal, voire stationnement dangereux. Anne Hidalgo récemment, c'est pas Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo a été interpellée parce que les camionnettes, mais uniquement celles des TDS, du Bois de Boulogne ont reçu des amendes pour stationnement dangereux, donc de 135 € au lieu de stationnement illégal qui était de 35 €, je crois. Donc 100 € de plus, juste parce que c'était des TDS. Je ne vois pas en quoi leur stationnement était plus dangereux que celle des autres camionnettes de clients, par exemple.
Après, la putophobie en général, je pense que elle est très liée au sexisme. Elle a toujours été très liée au sexisme. Ah oui, parce que le travail sexuel n'est pas reconnu comme un travail, mais quelque chose qui est dû aux hommes. Ils se permettent de nous parler, alors qu'on est des prestataires de services, comme ils ne parleraient jamais à un ou une autre prestataire de service. Ils demandent des échantillons gratuits. Est-ce que tu ferais ça à la boulangerie ? Ils nous parlent bonjour, conditions rencontre. Ou alors, moi, 35 ans, rencontre. Excuse-moi, tu sais faire des phrases ? Ils nous exigent des rendez-vous le jour même, voire dans l'heure. Je viens de voir pas plus tard qu'à midi une TDS qui postait un échange avec un client à 5h du matin qui disait « Salut dispo » à 5h du matin. Alors je suis désolée, mais même SOS médecins, ils sont pas dispo en 1 heure à 5h du matin. Ils mettent un peu plus longtemps que ça et eux, ils sont spécialisés dans l'urgence. Nous, on n'est pas spécialisés dans l'urgence, c'est un luxe, pas une nécessité. On prend rendez-vous à l'avance, on respecte les conditions et on se présente avec un minimum de phrases. Après, comme je le disais, il y a cette histoire de travail sexuel qui est censée être due aux hommes cis, hétéros, et je pense qu'une grande partie de la putophobie des abolos vient de là, de ce qu'elles sont forcées, parce qu'on voit souvent que c'est des femmes cis hétéros, elles sont forcées de fournir un travail sexuel gratuit, donc ça pose la question de leur sexualité, et qu'il y a sans doute des choses qui ne vont pas dans leur sexualité, mais après je ne saurais m'avancer, mais que du coup, quelque part, il y a peut-être une frustration de voir des personnes se faire rémunérer pour un service qu'elles offrent gratuitement, probablement contre leur volonté. Pas, je ne dis pas qu'elles sont violées tous les jours, hein, mais qu'elles ne sont pas forcément toujours contentes de le faire. Comme la plupart des femmes qui finissent par céder, qui finissent par dire bon d'accord, ok, je le fais, mais vite fait. Enfin, on entend beaucoup ce genre d'histoire. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire autour du travail et de la charge mentale sexuelle. On parle de choses très importantes mais lourdes. Pouvez-vous me parler justement de la charge mentale dans ce travail ? Je pense que pour ma part, il y a le point déjà de la sécurité et celui du fait que comme notre travail n'est pas vraiment reconnu en France, on n'a pas d'offre de formation en fait. Contrairement à d'autres pays où on peut se former à un métier tout simplement. Et notamment dans la domination par exemple, ce qui prend une bonne part de ma charge mentale du coup, c'est déjà d'assurer ma propre sécurité avant chaque rendez-vous, puisqu'il y a toujours, même si on a des outils pour l'assurer au maximum, on a quand même toujours ce risque, puisqu'on va à la rencontre de personnes inconnues. D'hommes inconnus. Évidemment, d'hommes blancs inconnus souvent. Et dans la domination, il y a aussi la sécurité de l'autre personne qui est en jeu, simplement, puisque c'est quand même des pratiques qui demandent de la maîtrise de la pratique et une confiance réciproque qui est plus dure à mettre en place dans un rapport rémunéré et potentiellement ponctuel que dans un rapport intime de dominatrice soumise ou l'inverse, etc., qui est suivi et où la relation est vraiment durable et déjà construite, quoi. C'est vrai que dans la domination, il y a une grosse charge mentale pour la personne qui domine. Après, moi, je dirais que la charge mentale que j'ai en tant qu'escorte, dans les moments de rendez-vous, elle est rémunérée. Donc, c'est une charge mentale normale. Quand ce sont des fantasmeurs qui me contactent, le secrétariat, tout ça, c'est pas rémunéré. C'est une charge mentale qui s'ajoute. Surtout pour les fantasmeurs, parce que si c'est des clients qui prennent rendez-vous derrière, en général, on les repère vite, ils sont corrects, ils vont droit au but, voilà. Mais les personnes qui abusent de notre cordialité, de notre gentillesse, de bien vouloir leur répondre, et qui ne souhaitent jamais acheter nos services, c'est ça
qui fait peser la charge mentale aussi. Et évidemment, la sécurité. Parce que quand on est une femme ou qu'on présente comme une femme et qu'on s'apprête à soit accueillir chez soi, soit aller rencontrer un homme cis-het inconnu, il y a toujours une grande part de peur et de risque. Mais ça, quel que soit le métier. Je pense... J'ai le témoignage d'une collègue qui est aussi caissière et qui se fait harceler 10 fois par jour à son métier, qui s'est même fait suivre, donc... Oui, si je peux me permettre de préciser, je me sens beaucoup plus en sécurité, même en tant qu'escorte, qu'en tant que caissière. Enfin, j'ai subi beaucoup plus de violence en travaillant dans un milieu public comme ça, qu'en tant que prostituée. Donc... Oui, parce que les gens pensent pareil, que tu es à leur disposition en tant que caissière, vu que tu es une femme dans un métier qui est mal considéré et mal rémunéré, tu es à leur disposition. Voilà. Nous sommes début 2021, ça fait presque 1 an que le monde est bloqué par la pandémie. De quelle manière cela a impacté votre quotidien en tant que TDS ? Pour ma part, j'avais déjà des clients réguliers depuis plusieurs mois, donc j'en ai pas énormément souffert. J'ai d'ailleurs participé à des cagnottes qu'on met en place en général pour les collègues. Pour les collègues, pour se soutenir entre nous, et moi j'en ai pas souffert particulièrement, même si plus le temps passe, plus ça commence à être inquiétant, étant donné que toutes les restrictions liées au potentiel confinement et couvre-feu, etc., cassent un peu tous les projets qu'on peut mettre en place pour développer notre activité. Mais sinon... Comme pour toutes les activités, en fait, c'est ça. J'ai pas été plus touchée puisque j'ai choisi ce métier pour l'indépendance qu'il me permet. J'ai pas souffert particulièrement de ça, ouais. Alors, moi, je sais que les collègues de rue en ont beaucoup souffert, mais pas à cause de la montée du risque, parce que puisque c'est illégal de sortir après 18h ou que c'était illégal de sortir pendant le confinement, les clients faisaient pression pour avoir plus de prestations pour moins cher, qu'elles se faisaient harceler par les flics. Voilà, donc je sais que les collègues de rue ont beaucoup souffert. Je sais qu'il y a aussi des TDS qui travaillent de chez elles, entre guillemets, au sens où elles peuvent recevoir les demandes de clients de chez elles et les traiter comme ça, ce qui apporte quand même une certaine sécurité de plus et un confort de plus, un privilège qu'il ne faut pas nier. Après, moi, personnellement, ça m'a quasiment pas impacté, et ça n'a pas non plus impacté ma vie, puisqu'en tant qu'handicapée, je suis confinée depuis que j'ai 17 ans. Voilà. Quels sont les plus gros clichés, les plus grosses conneries que vous ayez pu entendre par rapport à votre métier ? C'est facile, ça rapporte beaucoup d'argent. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, c'est faux. Tous les corps peuvent le faire, mais tout le monde n'a pas la mentalité pour. Alors déjà, pour le c'est facile, je pense que vous vous doutez que ça n'est pas facile, mais si je peux apporter des petites précisions, déjà, j'ai beaucoup parlé du secrétariat, de gérer les clients potentiellement dangereux et ou menaçants. Quand on fait du virtuel, c'est souvent... par exemple, je vais vous raconter l'emploi du temps d'une journée d'une amie qui est cameuse. Elle se lève à 8h, elle fait des photosets toute la matinée, elle mange, elle fait des lives toute l'après-midi, elle remange, elle refait des photosets, et ensuite elle se refait un live le soir pour gagner environ 100 € par jour. Voilà. Donc, faut compter les taxes, enfin les prélèvements, la commission des sites sur lesquels elle fait ses lives et poste ses photosets, plus les taxes de l'État, tout ça. Elle fait tout ça pour gagner un SMIC. Donc elle travaille plus que des personnes qui ont un job en CDI pour gagner moins. Et il y a aussi le fait que en tant que TDS, on n'a jamais de week-end, on n'a jamais de vacances. Clairement. On est toujours on the clock. Enfin, les clients, personnellement, moi je travaille le week-end. Je suis obligée, parce que la plupart des clients, surtout avec le couvre-feu, tout ça, sont plus disponibles le week-end.
même en prenant des vacances, on est obligé de faire du secrétariat tous les jours parce que les gens ne savent pas lire le mot vacances. Ils lisent déjà à peine nos annonces. Donc voilà. Donc il y a c'est facile et ça rapporte beaucoup. Il y a le cliché sexiste dont je parlais tout à l'heure, que c'est que des femmes, des bimbos écervelées. Alors déjà, ça n'existe pas. Tout le monde a un cerveau. Désolée. Il y a des TDS qui ont fait des études, il y en a qui en ont pas fait. C'est pas une garantie de leur niveau intellectuel, quel qu'il soit. Donc du coup, il y a aussi le cliché que c'est forcément un métier qu'on fait parce qu'on est dans la misère. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut le faire par vocation, on peut le faire comme béquille le temps des études ou le temps de trouver un autre métier. On peut le faire pour plein de raisons différentes et souvent plusieurs raisons combinées, c'est-à-dire il faut survivre et en même temps on aime bien ça et en même temps voilà. Donc il y a de ça. Le fait que les clients choisissent que sur le physique, je pense que ça c'est assez vrai. Même si des fois, pas en domina, peut-être pas en domina. Ouais. Non, pas en dom. En tout cas, moi, pour l'escorting, c'est la majorité des clients choisissent clairement que sur le physique. Et ensuite, quand on discute, ils voient si ça leur convient ou pas. Donc, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les clichés sur les clients sont assez vrais et les clichés sur les TDS assez faux. Oui, clairement. Ouais. Voilà. Si je vous dis morale, valeur, vertu, à quoi ça vous fait penser ? Ça me fait penser au fait que on en a, contrairement à ce que vous pensez. C'est pas parce qu'on monnaie un service qu'on n'a pas de morale, de valeur ou de vertu, même si ce service est sexuel. Parce que je sais que le sexe est très tabou en France encore et que tout ce qui se rapporte au sexe est tabou. Mais c'est juste un service. On ne vend pas nos corps. Ouais. Je pense que j'ai rarement rencontré des personnes avec autant de valeur et de vertu et de morale en fait, que les TDS. Que les TDS, ouais, c'est vrai. Je suis désolée, mais nous, on n'insulte pas les gens avec des insultes sexistes, racistes, homophobes, sauf s'ils l'ont spécifiquement demandé et qu'ils nous payent pour ça. Et encore, tout le monde n'accepte pas. Et puis, si vous voulez vraiment utiliser des insultes plutôt que fils de pute, puisque les putes ont de la morale, de la valeur et de la vertu, qu'elles fournissent un service nécessaire à la société, je pense que vous pouvez les traiter de fils de flic ou de fils de Darmanin ou de fils de violeur. Je pense que c'est bien pire que d'être un fils de pute. Par rapport au fait de vendre son corps qui ne serait pas moral ni vertueux et ni valeureux, je vous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à vendre notre corps. Dans cette société capitaliste, soit vous vendez votre corps, soit vous vendez vos idées. Et personnellement, je trouve que c'est bien pire de vendre mes idées. J'ai déjà essayé, j'ai eu l'impression de me faire violer. Donc, je pense que c'est bien pire. Et réfléchissez à ça. Si le gouvernement met les ouvriers et les ouvrières en retraite 5 ans avant le reste de la population qui travaille, je pense que c'est parce qu'ils ont conscience qu'ils utilisent bien plus leur corps que nous. Et qu'en conséquence de quoi, ils vendent bien plus leur corps que nous. Comme beaucoup, beaucoup de métiers. Donc au final, on ne vend pas tant notre corps que ça. J'ai quelques témoignages qui disaient que sans Internet, jamais ces personnes n'auraient osé exercer. Du coup, selon vous, quels effets ont Internet sur votre métier ? Je pense que ça rajoute énormément de sécurité à notre métier. Ça nous permet de faire un tri qui est assez inconsidérable par rapport aux travailleuses de rue qui sont beaucoup plus précaires dans ce sens-là, qui sont vraiment beaucoup plus confrontées à de la violence. Donc ça nous permet de rester plus ou moins à l'abri des violences physiques. Ça permet aussi, je pense... Ça nous protège des violences physiques, mais ça nous expose à beaucoup plus de violences psychologiques. C'est vrai. Ça a ouvert toute une voie pour les streameuses et cameuses. Ça a aussi augmenté le risque pour les pornstars de se faire voler et leaker leurs vidéos. Parce que n'oublions pas que, par exemple, Pornhub, toutes les vidéos sont volées. Tous les sites de porno gratuits, le porno n'est pas gratuit, il est volé.
Branlez-vous éthique, achetez votre porno. Mais je pense que par exemple, on peut facilement observer ce que ça a pu faire, par exemple, avec la situation des États-Unis, depuis qu'il y a la loi Sesta-Fosta qui est passée, et qui du coup a fermé en fait tous ces sites dont nous on a accès encore en France, et qui du coup en fait simplement pousse beaucoup d'escortes à la rue en fait, puisqu'elles n'ont plus recours à ces sites d'annonces. Et du coup, ce sont des situations de plus en plus précaires. Et Il y a des alternatives qui ont vu le jour, OnlyFans, Memes, ce genre de choses, qui sont une alternative à ces sites qui ont été fermés aux États-Unis, ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. C'est les sites d'annonces, donc sur lesquels on poste une annonce et sur lesquels les clients viennent nous contacter, qui ont été fermés. Parce que soi-disant ça a augmenté le trafic d'êtres humains, alors qu'en fait là maintenant ça invisibilise tout le travail sexuel et tout le trafic d'êtres humains, sachant que les deux choses sont séparées. Quand on parle de travail sexuel, c'est quelque chose de consenti, de voulu et de rémunéré. Ce n'est jamais un viol tarifé, mesdames les abolos. Quand on parle de trafic sexuel, c'est de la traite d'êtres humains, c'est du viol, ce n'est pas consenti, c'est illégal. C'était déjà illégal avant Fosta Sesta. Donc ça servait à rien de taper encore plus sur les TDS. Mais non, Mime, OnlyFans, tout ça, quoique OnlyFans maintenant essaye de se débarrasser des gens qui l'ont rendu connu, donc des travailleuses du sexe. C'est des médias, c'est un peu des Instagram du cul, au sens où les gens s'abonnent en payant et du coup ils ont accès à plein de photos porno, donc c'est du porno éthique en fait. Des photos, des vidéos, voilà. Donc c'est du porno éthique. S'il y a quelqu'un que vous aimez bien ou quoi, abonnez-vous à son OnlyFans ou son Mime. En général, il y a plus de 100 médias. Il y en a jusqu'à 400, 500. Pour un mois, ça tourne autour de 10-20 euros. La plupart sont à 10 euros. Voire pour OnlyFans, $10, donc 7 euros. Je pense pas que pour minimum 100 médias, ça revienne trop cher. Mais les gens sont tellement habitués à avoir du cul et du porno gratuit que ça leur paraît inconcevable de payer moins d'1 centime d'euro pour une photo ou une vidéo porno. Et les plateformes comme OnlyFans et Mime, même si elles permettent de démocratiser le porno éthique en le rendant peu cher, font quand même vachement baisser la valeur des vidéos et des photos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un nude ou une vidéo, enfin un nude, ça se monnaie à partir de 15 euros quand c'est en direct. Une vidéo, si elle est personnalisée, ça peut monter jusqu'à 100-200 euros. Enfin, là, vous vous rendez pas compte du nombre de médias que vous avez pour le prix. C'est extrêmement peu cher. En tous les cas, j'imagine que justement la tarification dans votre milieu, ça doit être assez controversé, non? Selon... Non, on se met très facilement d'accord. Oui, il y a des prix à peu près de base pour tout le monde, et puis après chacun modèle suivant ses prix. Il y a des gens qui préfèrent avoir moins de rendez-vous plus chers, des gens plus de rendez-vous moins chers. Et par rapport au TDS de rue? Ah, c'est beaucoup plus cher, forcément. Ouais, j'ai entendu, en regardant des reportages, j'ai pu entendre les prix qu'elle donnait, qui étaient relativement dérisoires par rapport au service qu'elle proposait. Et je trouvais qu'il y avait un certain décalage par rapport aux tarifs. Après, les gens qui font appel à des escortes, et encore plus à des DOM, tu trouveras pas des DOM de rue. Oui, bien sûr. Les gens qui font appel, du coup, moi je parle surtout des escortes, les gens qui font appel à des escortes ne recherchent pas la même chose que dans du sexe du DDS de rue, pardon. Des TDS de rue, ils cherchent à tirer leur coup vite fait, bien fait. Il y en a certains dans l'escorte qui cherchent ça aussi, mais voilà, c'est leur problème. Arrivé, Moi, ça m'est déjà arrivé d'en avoir qui restaient 15 minutes puis qui se barraient. Écoute, si tu veux claquer 200 balles pour 15 minutes, vas-y. Mais non, ils recherchent... Déjà, ils ont cette idée illusoire que les escortes sont forcément meilleures en sexe que les TDS de rue, ou qu'elles sont plus clean. Je déteste ce mot, mais qu'elles ont moins de MST, IST, voilà, alors que pas forcément. Mais ils recherchent aussi le confort d'un hôtel, d'une maison, un petit moment particulier hors du temps, en fait. Okay. Une ambiance. Et puis l'idée de se dire... Enfin voilà, c'est mon heure, je suis le roi.
Je pense que c'est moins stigmatisé aussi pour eux. Je pense qu'ils n'ont pas la même vision du travail du sexe de rue que d'une escorte qui est quand même plus... glamourisée. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alix, tu as quelqu'un dans ta vie ? Oui. Est-ce que ton travail a des conséquences sur ton couple ? Aucune. Enfin si, une majeure, j'ai de la thune. Donc du coup, je peux nous acheter à manger, je peux lui acheter des cadeaux, je peux faire plein de choses avec de la thune. Et c'est non négligeable. Mais sinon, du point de vue sexuel, non, parce que je n'ai pas la même sexualité avec ma copine qu'avec mes clients, évidemment. Du point de vue romantique, non plus, parce que je n'aime pas mes clients. Pour moi, l'amour et le sexe n'ont jamais été liés. Et donc, du coup, autant j'aime ma copine et je suis attirée par elle, autant les clients, c'est complètement différent, quoi. Et du coup, non, il n'y a pas de conséquences à part le fait que j'ai de l'argent et du coup, on peut manger et se faire des plaisirs de temps en temps. Lucie, tu es lesbienne ? Et pourtant, tu fais un métier qui est principalement destiné aux hommes cis. Ça peut sembler paradoxal. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ? C'est vrai que c'est un sujet qui est rarement abordé et pourtant je le trouve très intéressant parce que je pense que même en étant lesbienne, j'ai été socialisée comme une femme cis-hétéro et donc jusqu'à... mes 18 ans environ, où j'ai vraiment commencé à conscientiser mon orientation sexuelle, j'ai enregistré et schématisé des normes apprises à travers les médias, à travers l'histoire, à travers mon entourage, et je les ai reproduits dans ma vie privée. Et donc ça a été toute une formation en fait sur le long terme, enfin pour moi qui s'est transformée en formation professionnelle en fait. Où du coup aujourd'hui j'ai fait le choix de rentabiliser ces années qui ont pour moi été perdues et de les mettre à profit tout simplement. Et du coup je trouve ça pertinent, même en étant lesbienne, de faire ce métier puisque au moins j'ai pas perdu 15 années de ma vie pour rien, quoi, tout simplement. J'ai une collègue qui disait sur Twitter il y a pas longtemps qu'il fallait arrêter d'associer le comportement romantico-sexuel des gens à leur attirance romantico-sexuelle. Et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes queer dans le TDS, ça montre bien ça. C'est que le comportement romantico-sexuel, donc les personnes avec qui on couche, tout ça, n'est pas forcément la même chose que notre attirance romantico-sexuelle. Et justement, quelle place a le milieu queer dans le TDS ? Alors, c'est peut-être juste mon impression, mais j'ai l'impression que les deux sont assez liés. Je vois beaucoup de personnes queer dans le TDS. Je crois que je connais qu'une seule femme cis-het parmi ma vingtaine de collègues. Et inversement, le TDS est très accepté dans le milieu queer. Donc je pense que en fait, c'est cette socialisation qui fait qu'on est toujours en dehors de la norme, stigmatisé, tout ça, qui a créé des ponts de solidarité. Et qui fait que les personnes queer sont aussi peut-être plus enclines à faire ce métier. Ils sont souvent aussi neuroatypiques. Voilà, c'est ça. Et que du coup, elles sont peut-être plus enclines à faire ce métier plutôt que de supporter un cadre de travail stigmatisant, homophobe, transphobe, validiste. Et voilà. Et puis, les personnes queer sont de manière générale plus acceptantes et plus ouvertes d'esprit. Voilà. Donc c'est plus facile. Tout à l'heure, Lucie, tu me parlais de vocation, entre guillemets, pour ce métier. Cette question, elle est pour vous deux. Est-ce que vous voyez un futur dans ce métier ? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur le court moyen terme ou plutôt vous arrivez à vous projeter sur le long terme ? Pour ma part, c'est vraiment une carrière que j'ai choisie en fait. Enfin, c'est l'image de la prostituée, des TDS en général, est une image qui m'a vraiment fascinée en grandissant depuis toute petite et qui est souvent un peu soit vue de façon très misérabiliste ou très glamourisée dans les médias, mais qui moi m'avait quand même toujours interpellée, quoi. Je me retrouvais beaucoup dans ces profils-là et du coup j'ai fini par
l'adopter en fait, cette image-là. Et avec le temps, j'y ai beaucoup réfléchi. À la base, je voulais être artiste exclusivement, et finalement, en fait, je me rends compte que je trouve le milieu de l'art très peu convenable à mes valeurs, et je préfère du coup miser sur une carrière de TDS. Et sur le long terme, moi, je me vois bien finir, même encore à 60 ans, Domina, dans mon petit donjon, tranquillement. Ça me parle bien. Je sais pas toi, Alix, mais ouais. Alors moi, j'ai commencé à la base comme... je considérais le TDS comme une activité temporaire avant que mon autre activité d'école, puisque je suis aussi indépendante dans mon autre activité, qui ne me rapporte rien. Et maintenant, je ne considère plus l'arrêter. Je trouve que c'est un métier très convenable, qui me va tout à fait. Et je n'ai pas envie d'arrêter, je n'ai pas besoin d'arrêter. J'ai même plutôt besoin de continuer, toujours la thune, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si je me vois faire une carrière dedans, au sens où pour moi, carrière, c'est toujours... monter les échelons tout le temps, il n'y a pas vraiment d'échelons dans le TDS, donc voilà. Mais oui, je me vois assez bien faire ça pendant longtemps. Mais de toute façon, je me projette pas trop dans le futur. Quand on est handicapé, on apprend très vite à faire un testament et s'attendre à mourir. Mais ouais, je pense que c'est un métier dont on se lasse pas facilement, surtout quand on a des offres assez larges comme toi et moi. On a tellement de casquettes différentes. On est à la fois garde du corps pour notre propre sécurité, on est escorte, domina, on est psy, on est infirmière parfois. On a tellement de compétences différentes que moi je vois pas vraiment debout. À chaque fois je rencontre des personnes différentes. C'est vraiment enrichissant en fait, et je me vois pas être lassée vraiment un jour de ce métier-là. Donc je pense que ça joue. Auriez-vous des lectures, articles, vidéos, podcasts à conseiller sur le thème du TDS ? Alors, je vous conseillerais de lire The Sanctity of Horse, qui existe en anglais et en français, qui a été écrit par Charlie Shih, donc une TDS, et qui est en français et en anglais. Le livre même est en français et en anglais, et elle a sorti un nouveau livre récemment. Ils sont très courts, ces livres, donc c'est très facile à lire, ça se lit en 1 heure max. Et c'est bien parce que ça rémunère directement une TDS pour son savoir et ses compétences. C'est pas écrit par une personne extérieure comme une sociologue ou une personne qui se fait de l'argent sur les connaissances des TDS, mais directement par une TDS. Donc plus généralement, ce que je vous dirais de faire pour vous familiariser avec l'univers des TDS, c'est de les suivre sur Twitter, Instagram, tous les réseaux. Il y a un super compte Instagram qui s'appelle Ta pote pute, qui justement parle de ce milieu, qui offre des témoignages et pas mal de contenu que je vous invite à aller voir. Mais il y en a plein. Il y en a plein d'autres, oui, effectivement. Vous pouvez les retrouver assez facilement. Après, si vous voulez vraiment en savoir encore plus, par exemple sur la domination, je vous conseille d'aller sur les sites des personnes qui font du virtuel et de leur acheter des prestations, des vidéos, des prestations de soumission, de domination, de vous abonner au Mime et au OnlyFans si vous voulez connaître les pratiques d'une personne en particulier ou voir leurs photos. Ne demandez jamais de photos gratuites. Si vous êtes un étudiant ou une étudiante qui cherche à faire sa thèse sur les TDS ou les personnes trans, soit dit en passant, rémunérez-les, parce qu'on en a marre d'être le sujet de vos études sans rien en retour. Et ou laisser les TDS faire leur propre sujet de thèse sur elles-mêmes. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous voulez des renseignements ou quoi, le mieux c'est encore de s'adresser directement à la personne en la rémunérant, soit en s'abonnant à ses médias, soit en lui achetant un média personnalisé, soit en lui achetant une prestation. Voilà. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous voulez avoir un entretien avec une TDS, achetez-lui 1 heure de son temps. Très simplement.
tout Je simplement. pourrais rajouter aussi 2 podcasts, La politique des putes et Le putain de podcast, qui sont très complets et qui touchent pour le coup vraiment à toute une palette de TDS différentes dans toutes les situations possibles et imaginables. Et il y a le livre aussi de Bertoul Borbeck qui est TDS, dont je me rappelle plus du titre exact si tu l'as, mais que j'ai lu et qui est vraiment génial. Balance ton corps ou Manifeste pour le droit des femmes. Ouais, il y a Balance ton corps, exact. Ouais. C'est génial. À Lyon, il y a des associations comme le STRAS, Syndicat du travail sexuel. Où, Elle existe dans toute la France, cette association. Il y a une antenne Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle existe dans toute la France. Il y a aussi idem pour l'association Kabyria, c'est qu'il y a une antenne à Lyon. Il y a la Fédération Parapluie Rouge, l'association Griselidis, qui font souvent des cagnottes pour les TDS dans le besoin, notamment dans cette période. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? J'ai des conseils à vous donner. Si vous avez une envie particulière en matière de sexe, faites appel à une professionnelle. Ne lui faites pas perdre du temps. Allez directement au but. Ou demandez-lui, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, quelles sont ses pratiques exactes. Ne demandez pas de photos gratuites ni aucune prestation gratuite. Encore une fois, est-ce que vous ferez ça à la boulangerie ? Si vous vous posez des questions de morale et de valeur et de vertu, posez-vous la question, est-ce que je me poserai cette question par rapport aux ouvriers ? Est-ce que je me poserai cette question par rapport aux cadres ? Non, pas forcément. Donc voilà, essayez toujours de mettre en relation le travail du sexe avec un autre travail que vous considérez comme normal, entre guillemets. Et puis voilà. Puis acheter du travail du sexe, franchement, c'est vraiment bien. Merci Alix. Merci Lucie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux ? Oui, alors moi c'est sur Instagram @alix0020 et sur Twitter @0020alix. Moi j'ai un compte global qui regroupe mon travail de TDS et d'artiste qui est @histoire de rouge, que tu peux retrouver du coup dans l'autre podcast. Oui, que je n'ai pas encore diffusé. Exact. Mais dans tous les cas, je mettrai leur lien en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font. Je vais pas le dire, je vais juste dire merci, je vais m'arrêter sur ça. Voilà. Merci. Bye bye.